Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Foot Normand pour le 17e épisode de la saison du débrief consacré au National 2 et au National 3 normand. On a beaucoup de choses à vous montrer, donc trêve de bavardage, on attaque d'ores et déjà un épisode extrêmement complet avec la partie National 2. Le National 2, si jamais vous nous rejoignez en cours de route dans cette saison pour vous faire un dessin, un topo assez rapide, l'US Avranches est dans la première partie du tableau dans le groupe B. Toujours dans le groupe B, l'US Granville est relégable, tout comme l'AS Villers dans le groupe C. Ce week-end, l'US Avranches et l'AS Villers jouaient à domicile. L'US Granville était en déplacement chez le Stade Briochin du côté de Lannion, exceptionnellement avec un gros morceau. Quels ont été les résultats de nos pensionnaires normands? Je vous propose de découvrir pêle-mêle ce qui s'est passé ce week-end. Granville est toujours relégable à l'heure de se déplacer chez le Stade Briochin, mais dans un passé très récent, les Corsaires l'ont emporté du côté de l'US Avranches, bien classé. Alors pourquoi pas rêver faire la même chose du côté de Lannion qui accueille cette rencontre. Makan Sidibé à la 6e minute donne l'espoir, trace la voie pour les Manchois, et malheureusement, trêve de suspense, ça ne va pas du tout aller dans le sens qu'indique en tout cas cette entame de rencontre, puisque les joueurs du Stade Briochin vont revenir d'abord sur cette superbe frappe d'Arthur Zakarian, un centre tir masqué qui trompe Paul Relais qui vient échouer en pleine lucarne. Superbe réalisation pour le Stade Briochin qui va en l'espace de 2 minutes inverser complètement la tendance malgré ce sauvetage miraculeux. La reprise d'Emeric Gomis à la 17e minute permet aux Briochins de mener dans cette partie. Les Briochins qui préparent un match de Coupe de France en quart de finale face au Paris Saint-Germain, qui vont marquer un 3e but superbe d'Arthur Zakarian, décidément qui aime cette lucarne gauche grandvillaise. 29e minute, 3-1 pour le Stade Briochin qui va continuer à faire des misères dans la défense de Grandvillers. Dépasser James Lemarais, l'historique Briochin à 35e minute seulement, permet au Stade Briochin d'ores et déjà d'inscrire un 4e but. Les Grandvillers sont sous l'eau et subissent en deuxième période à nouveau un superbe mouvement. Hugo Boutskigam qui permet au Stade Briochin de mener 5-1. Il va y avoir une accalmie au tableau d'affichage et Kenny Herbin va profiter d'un penalty pour réduire le score, mais le mal est déjà fait, et pour l'US Granville qui sait déjà qu'elle va devoir s'incliner. Le score final sera même de 6-2 avec cette réalisation finale, ce doublé de James Lemarais. L'US Granville qui va devoir batailler pour aller chercher son maintien. Parce que Saint-Malo a nettement ralenti en tête du classement et que les Girondins de Bordeaux viennent de s'incliner, pourquoi pas rêver côté avranchiné, réussir un rapproché vers le sommet du classement face à Dinan-Léon. Eh bien, trêve de suspense, ça va plutôt mal se passer pour les hommes de Michel Audrin avec ce penalty concédé par Damon Bansé. Dès la première période, il y a l'arrêt d'Alexandre Marfin, mais Sofiane Valla a suivi derrière. 21e minute, 1-0 pour les voisins de l'US Avranches qui viennent plomber l'ambiance au stade René Fenouillère. Les joueurs de Dinan-Léon qui vont continuer à insister, à faire le siège de la surface de réparation d'Avranches, et sur ce mouvement dans la surface de réparation, Victor Lefebvre a tout le loisir de reprendre. 32e minute, belle passe sur cette talonnade. 32e minute et déjà le break pour les visiteurs. Grosse occasion à venir pour l'US Avranches au début de la deuxième période, la récupération de Noah Mupemba qui profite à Aurélien Tertereau qui malheureusement ne réussit pas à convertir. La chance des Manchois est passée, d'autant plus que dans les minutes qui vont suivre, ce ballon va être littéralement déposé sur la tête d'Hugo Jacquemin. 69e minute, le 3-0 pour les visiteurs qui viennent assommer une US Avranches décidément inconstante. Une US Avranches qui va revenir sur un coup de casque, un joli coup de tête aussi. Idrissa Seydi qui devient temporairement le seul meilleur buteur des Rouges et Bleus dans ce championnat de National 2, temporairement, puisque dans la foulée, Noah Mupemba va lui aussi inscrire un but, le but du 3-2, 87e minute. Il reste du temps pour les Manchois. Est-ce que la fin de match va être folle? Il va y avoir en tout cas la possibilité d'arracher un point miraculeux, mais malheureusement les joueurs de Dinan-Léon qui vont tenir le coup, et l'US Avranches qui rechute à domicile, une défaite 3-2, forcément frustrante pour Michel Audrin et ses hommes. Pour sa première à domicile, l'entraîneur William Prunier avait permis à l'AS Villers d'aller glaner
la victoire. Alors pourquoi pas refaire le coup face aux Corses du FC Balagne qui l'avait emporté à l'aller. Le début de match va être plutôt intéressant pour les locaux avec ce retourné suite à ce corner signé Demba Dia. C'est hors cadre, mais vous pouvez le voir sur ces images. Les joueurs de Villers qui insistent même un petit peu trop, puisqu'il va y avoir à l'arrivée ce carton rouge pour jeu dangereux distribué à Ibrahim Doro. On est en première période, Villers va devoir jouer quasiment toute la partie à 10, mais Villers va insister. Il va y avoir ce rush de Demba Dia qui ne donnera rien, mais il y a beaucoup d'allant dans les rangs des Villersois. Alors vous l'avez peut-être vu sur vos réseaux sociaux, puisque c'est l'un des buts du week-end. Il va être marqué par les jaunes et verts. Mathias Ferreira, 51e minute, la reprise en première intention, la demi-volée gagnante qui vient mourir au fond des cages corses. 1-0, on se le refait ce but évidemment tellement il est magnifique. 1-0 pour des Villersois valeureux qui vont insister avec Mamadou Kaloga qui va perdre ce duel. Les joueurs de Villers jouent à 10, mais on ne s'en rend pas forcément compte, mais à force d'insister, les joueurs de Balagne vont finir par trouver une récompense. L'action est un peu confuse en raison de l'angle de la caméra, mais le but qui va être marqué par les Corses, la joie est de courte durée néanmoins. Position de hors-jeu, but refusé, un petit peu de répit pour Villers qui va en avoir encore plus suite à cette situation. L'arbitre juge qu'il y a également un jeu dangereux de la part de l'attaquant corse. Les deux équipes qui vont donc terminer la partie à 10 contre 10. Et avec beaucoup de courage, les joueurs de l'AS Villers qui vont glaner un deuxième succès de rang à domicile. Non, l'exploit de maintien n'est pas mort sur la Côte-Fleurie. Et l'AS Villers donc qui enchaîne à domicile, qui peut encore évidemment, comme on vient de le dire, croire au maintien. Un week-end plus compliqué pour l'US Avranches et l'US Granville. Ce que je vous propose, c'est de découvrir le bilan de cette journée, de découvrir quels sont les autres résultats des groupes B et C, de voir quelles sont les conséquences sur le classement. Malgré 2 buts inscrits chacun ce week-end, les deux clubs manchois du groupe B se sont inclinés. La grande information, c'est évidemment la nouvelle prise de pouvoir de l'US Saint-Malo qui s'est imposée face à Locminé, tandis que Bordeaux s'inclinait du côté des voltigeurs de Châteaubriand sur le score de 2-1. Au classement, donc, les Malouins reprennent les commandes du groupe avec 2 points d'avance sur les Bordelais. Attention à Saint-Privé-Saint-Hilaire qui n'est qu'à 4 points de la tête. L'US Avranches est en 5e position, a manqué une belle opportunité de faire un rapproché vers les places d'honneur de ce classement. Ça reste compliqué pour l'US Granville après la claque reçue de ce week-end. Les Granvillais sont 15e, relégables avec pas mal de matchs d'avance. En plus, sur la concurrence, il y aura des matchs en retard dans le groupe B de National 2 avec l'US Avranches qui sera opposé à la Roche-Vendée de Frédéric Reculot. Retrouvailles donc au programme. Le championnat, lui, se poursuivra de manière normale avec la journée 21. Les 7 et 8 mars prochains, l'US Granville recevra la Roche-Vendée. Avranches ira du côté de Bourges. Dans le groupe C, la belle victoire au courage de l'AS Villers face au FC Balagne. Et l'information du week-end, c'est évidemment ce revers de Bobigny du côté de Fulani, couplé à la victoire de Fleury du côté de Wascal. Cela veut dire qu'avec 2 matchs en moins et 1 point de moins au compteur, les joueurs de Fleury peuvent virtuellement prendre la tête et même prendre une petite avance sur leur rival Bobigny. Pour trouver trace de l'AS Villers, il faut descendre en bas du classement. 15e position pour l'AS Villers, mais qui engrange des points depuis quelques journées. Le maintien n'est pas un fol objectif pour les Villersois, qui seront d'ailleurs concernés par des matchs en retard le week-end prochain avec la réception de Bischheim pour tenter la passe de 3 à domicile. La journée 21 aura quant à elle lieu le 8 mars. L'AS Villers ira en déplacement du côté de l'AS Beauvaisoise. Vous avez l'intégralité du programme sous les yeux. On fera tout à l'heure un petit point sur le classement des buteurs également, puisque ça a pas mal bougé ce week-end, mais on se tourne tout de suite vers le gros chapitre de cet épisode 17, le National 3. Et en National 3, on va commencer par le groupe E, le groupe du FC Dieppe. Le FC Dieppe qui renverse tout sur son passage, qui avait rendez-vous ce week-end avec la GIA Drancy au stade Jean Dasnias, avec l'objectif de gagner encore et toujours. Rien n'arrête plus le FC Dieppe, vainqueur de 9 de ses 11 derniers matchs. Et la dernière fois que les Dieppois s'étaient inclinés, c'était en octobre du côté de Drancy. Alors, à l'heure de recevoir la Jeanne d'Arc de Drancy au stade Jean Dasnias, on est particulièrement motivé dans les rangs de Djilali Bekar, motivé à enchaîner et à enfoncer le clou en tête du classement. Vous voyez, les premières situations sont en faveur des Normands qui vont finalement faire mouche sur un coup de billard à Yann Ateba qui ne laisse aucune chance au portier adverse. 25e minute,
1-0 déjà pour le leader incontesté de la poule E, Yann Ateba, qui libère ses partenaires et qui va enfoncer le clou avec un superbe geste en se retournant. La frappe est bien enroulée, 40e minute. Ateba qui permet à Dieppe de mener 2-0, et à ce moment-là on se dit que d'ores et déjà ça va être très compliqué pour Drancy de revenir dans ce match, d'autant qu'on fait des erreurs sur le plan défensif. Heureusement il y a ce retour en catastrophe pour éviter le face-à-face, de la frustration à venir néanmoins pour la défense dieppoise qui n'a pas concédé grand chose mais qui va s'incliner sur ce rush et sur ce ballon bien repris par Ryan Laplace, 61e minute. Sans vouloir faire de jeu de mots à ce moment-là, il y a de la place pour Drancy pour revenir dans cette partie. Les Dieppois qui vont de nouveau devoir repartir au combat. Quentin Stockley a fait l'appel, il a été vu, il va se retrouver seul face au gardien adverse. 84e minute, l'ancien joueur du CMS Wassel qui vient clôturer l'affaire. 3-1 pour le FC Dieppe qui va de nouveau s'imposer dans ce championnat en patron. Les Dieppois qui chassent à nouveau un but dans les derniers instants mais qui vont finalement être mis en échec. Qu'importe, avec ces 3 nouveaux points, les Dieppois sont incontestablement les grands favoris pour la montée en National 2 dans quelques semaines. Victoire 3-1 donc de Dieppe. Encore un gros coup du FC Dieppe qui ne s'arrête décidément pas, ça commence à sentir bon le National 2, il va falloir commencer peut-être à y songer et sérieusement retrouver le 4e niveau national du côté de Jean Dasnias la saison prochaine. C'est tout ce qu'on va souhaiter à Djilali Bekar et à ses joueurs dans la dernière ligne droite qui va se lancer. On passe tout de suite au groupe D, celui à dominante parisienne et corse avec, pour commencer tout simplement, histoire de casser un petit peu les règles, le pêle-mêle. On va voir ce qui s'est passé en Corse du coup pour la SPTT Caen chez le leader le FC Borgo, ce qui s'est passé à domicile pour la G-Caen face à la réserve du SC Bastia, et découvrir aussi ce qu'a fait le CMS Wassel à domicile face à l'AS Chatou. Parce qu'il n'a perdu qu'une seule de ces 7 dernières rencontres, le CMS Wassel est logiquement favori face au relégable Chatou. Ça va bien commencer pour les hommes de Dramandila avec cette première situation pour Adama Sidibé. Derrière les joueurs en bleu qui vont insister avec cette frappe de loin, la bonne sortie, la bonne parade de Ryan Nomertin, le gardien de Chatou, et le tournant du match qui va arriver sur cette situation. Richard Mendy part à la faute, l'arbitre sort le carton rouge, les joueurs de Wassel qui vont devoir disputer la deuxième période à 10 contre 11, qui vont donc devoir défendre corps et âme leurs bons points. Ce sont quand même eux qui vont se procurer des situations, notamment celle-ci, mais le ballon est hors cadre et à l'arrivée, Chatou ne va jamais réussir à marquer malgré ses tentatives. Axel Temperton qui n'aura pas de ballon à aller chercher au fond de ses cages. Match nul pour le CMS Wassel face à Chatou, 0-0. Tant sur le plan sportif qu'extra-sportif, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées ces dernières semaines pour l'AG-Caen qui, pour espérer sortir de la zone rouge, doit impérativement enchaîner les victoires. Ça a bien commencé avec cette première frappe, cette première situation bien captée par le gardien du SC Bastia, la réserve corse, toujours difficile à manœuvrer, qui derrière va prendre les choses en main et contraindre Anthony Barry, le gardien de l'avant-garde, à un arrêt. L'AG-Caen qui va derrière subir quelques assauts. Bastier, nouvel arrêt de Barry déterminant dans cette première période, double parade sur cette situation et même un sauvetage sur la ligne. L'AG-Caen qui a quand même des situations et qui n'est pas loin de piéger les joueurs de l'île de Beauté. Les joueurs de l'île de Beauté qui vont néanmoins avoir le premier but en leur faveur. Gordon Pascolini qui ne se trompe pas à l'heure d'ajuster ce joli lob juste avant la mi-temps. Voilà l'AG-Caen contrainte de courir après le score et qui va revenir des vestiaires avec de belles intentions et surtout le but de l'égalisation signé Kélian Mondia qui enchaîne après son but de la semaine dernière. Un but partout pour cette rencontre qui va vite s'emballer et surtout en faveur des Corses qui vont reprendre l'avantage. Doublé pour Gordon Pascolini à la 63e minute malgré la sortie de Barry, l'attaquant corse qui réussit un joli dribble. C'est derrière des flux incessants des joueurs en bleu qui vont s'orchestrer sur cette situation. On n'est pas loin de voir le but du 3-1. On est repris toutefois côté Bastier par la patrouille pour une position de hors-jeu. On est désormais au bout du temps additionnel et les Corses bien déterminés à inscrire un dernier but et à clore en fanfare leur nouveau déplacement en Normandie. Les Corses qui vont inscrire le but du break par Charlie Dagneau et s'imposer 3-1. Ça va mal pour la G-Caen.
Le leader du groupe D, le FC Borgo, les Corses en rouge, qui vont être les premiers à se mettre en action sur cette frappe. Le joueur corse qui voit son partenaire dévier sa frappe, mais les postiers sont bien dans cette partie avec cette frappe qui va échapper au cadre, mais finalement ils vont concéder un but sur ce déboulé côté droit. C'est Francesco Barboni qui reprend au deuxième poteau dans le but vide de Lori Le Vionnois. 1-0 pour Borgo. Derrière, les Canets qui vont se mettre en ordre de marche et qui vont poser de vrais problèmes à leur adversaire et qui vont insister, faire le siège sur certaines actions de la cage adverse. Les postiers qui vont insister sur ce nouveau ballon, cette frappe qui vient échapper au cadre, et à force d'insister, ils vont finir, les postiers, en deuxième période par égaliser par un homme en forme, Emmanuel Suriam, 71e minute. Le bel appel, le bon contrôle, la frappe enchaînée du droit qui ne laisse aucune chance au gardien corse. 1 partout. Borgo qui s'essaye aussi au jeu de la passe lointaine, le tir n'est pas cadré. Derrière, il va y avoir une énorme occasion de prendre l'avantage pour les postiers avec cette tête de Léo Hamel qui ne trouve pas le cadre. Il y a un peu de panique dans la défense de Borgo. Le ballon est toujours dans les pieds des Canets. Sur cette frappe contrée, ça ne fait pas mouche. Sur ce corner, on va être tout proche de voir le 2-1 à nouveau des Canets, mais c'est la barre transversale qui repousse la tentative. Vous le voyez sur chaque deuxième ballon, les Canets qui se battent mais qui n'ont jamais gain de cause sur leur tentative. Et finalement, c'est un bon point que vont récolter les postiers chez le leader Borgo. Sans transition, dans cet épisode, on a 2 derbys 100% normands à vous proposer. Le premier, il concerne tout simplement le déplacement du Grand Quevilly FC chez la réserve du Stade Malherbe de Caen, qui a enregistré ce week-end un retour qui fait très chaud au cœur. Après 3 victoires de suite, la réserve du Stade Malherbe s'est inclinée face à son homologue du SC Bastia et reçoit le GQFC en espérant se redresser, mais ça va mal commencer avec cette erreur individuelle du portier canet Alexis Menmar. Le capitaine ne rate pas l'offrande et l'occasion de marquer un but pour le GQFC, une équipe qui ne perdait plus mais qui a ralenti à la 61e minute. Aman Romney va permettre au Tango de doubler la mise sur la pelouse de Venoy. 2-0 pour le GQFC, et les erreurs canaises qui sont véritablement la constante de cette partie, qui vont à nouveau permettre au GQFC de trouver la faille. Sérigné Fallou Canet qui réussit à la 64e minute à mettre les joueurs bleus et rouges dans les cordes. Il va y avoir un sursaut d'orgueil néanmoins à la 70e minute avec ce bon mouvement à l'entrée de la surface. Malgré cette parade du gardien du GQFC, Ilyas Miraoui surgit et vient redonner de l'espoir. Il faut vite marquer pour les joueurs canets, mais ça ne va pas se produire malheureusement, et c'est même le GQFC qui va asseoir un peu plus sa domination avec une victoire 4-1. On écoute tout de suite le capitaine Alexis Menmar. Ça fait du bien parce que les gars ils lâchent pas. Malgré la saison compliquée, y a des gars qui sont impliqués toute la semaine à l'entraînement et c'est bien de les récompenser, les plus jeunes qui découvrent le niveau aussi. Donc c'est bien de voir que quand on s'accroche, on peut réaliser de belles choses. Ouais. Et du coup, on y croit à ce maintien, à Grand Quevilly ? Évidemment, c'est la base d'un compétiteur. Hein. Si on n'y croyait pas, ça fait bien longtemps qu'on ne viendra plus sur le terrain. Donc oui, on y croit jusqu'au bout. En tout cas, on va se bagarrer pour. Et au final, la défaite par 3 buts d'écart était bien peu de choses pour le Stade Malherbe ce week-end, puisque le club normand a eu le plaisir de voir Alexis Beka revenir sur les terrains après avoir connu quelques difficultés sur le plan personnel et sportif. Le joueur formé au club a donc fait son retour à la compétition. On lui souhaite de vite retrouver son niveau d'avant et beaucoup de plaisir sur les terrains. Très gros coup effectivement du Grand Quevilly FC. On découvrira d'ici quelques instants les conséquences au classement, mais les tangos sont dans le coup pour aller chasser le maintien. Le maintien, il en était question aussi dans le deuxième derby du week-end entre le SU Cabourg et l'US Alençon. L'US Alençon de Vincent Legnaud a retrouvé des couleurs, mais il manque encore quelques points pour se tirer d'affaire. C'est un duel classique du football normand entre le SU Cabourg de Philippe Clément et l'US Alençon de son ami Vincent Legnaud. Le SU Cabourg qui veut rester dans la première moitié de tableau, l'US Alençon qui chasse toujours une sortie de la zone rouge. Alors de quel côté la balance va-t-elle pencher? Bien, dans un premier temps, ce sont les Divets qui vont se montrer dangereux avec ce ballon qui traîne dans la surface, bien capté
par Romain Anquincan. Romain Anquincan qu'on va revoir à l'œuvre quelques instants plus tard sur cette belle combinaison. L'ancien gardien de QRM qui se couche bien et qui repousse le danger. Malheureusement pour lui, ce ne sera que partie remise puisqu'en deuxième période, suite à ce coup franc, le ballon va une fois de plus traîner dans la surface, sauf que cette fois-ci Alexis Jeanne ne se fait pas prier pour le mettre au fond. Quincan ne peut rien. 52e minute, les joueurs de la Côte-Fleurie qui mènent 1-0. Ce but qui va avoir le bénéfice de réveiller l'US Alençon qui va se ruer à l'assaut des cages de Max Verrier sur cette frappe. On n'est pas loin d'assister au but égalisateur. Longue ouverture à destination d'Hakim El Hamdaoui. La reprise du gauche sans contrôle et à la 61e minute, le buteur maison qui permet aux hommes de Vincent Legnaud de revenir à hauteur. Un but partout. Il reste une demi-heure pour trouver un vainqueur dans ce choc de briscard. Hakim El Hamdaoui, on le retrouve à l'œuvre, le contrôle de la poitrine, à nouveau la frappe enchaînée cette fois-ci. Maxime Verrier qui s'interpose, le bon Alençonnais peut prendre la tête dans les mains. Il n'y aura pas plus de buts dans cette partie malgré cette ultime tentative. Un but partout entre le US Udif Cabourg et une équipe de l'US Alençon qui engrange mais qui va encore devoir lutter pour sortir de la zone rouge. Pas de vainqueur donc entre l'US Udif Cabourg et l'US Alençon qui devra dans 2 semaines tâcher d'aller chercher la victoire à domicile face à Château. On en reparle d'ici quelques instants. On se tourne désormais vers le groupe C où le FC Flers a battu une carte importante chez la Lanterne Rouge, le stade Plabennecquois. Attention danger pour le FC Flers qui sort de 3 revers de rang et qui ne s'est imposé qu'une fois en 2025 à Saint-Lô à l'heure de se déplacer chez la Lanterne Rouge. Plabennec qui dès la 3e minute va profiter des largesses défensives flériennes pour ouvrir la marque par Evan Noël. Derrière, les joueurs de l'Orne sont contraints de réagir. Anthony Laurent est à la parade et un coup de massue va s'abattre sur la tête des hommes de Tony Ruyon avec ce superbe coup franc de Jérémy Pinvidic. C'est hors de portée pour Valentin Prévost qui s'incline. Voilà Flers mené 2-0 face au dernier. On est toujours en première période. La réaction va avoir lieu. Elle va venir des pieds de l'inévitable Morgan Ardouin à la 41e minute. Morgan Ardouin qui redonne de l'espoir au FC Flers derrière Plabennec qui va continuer à creuser des soucis à la défense flérienne. Et sur ce joli mouvement, Nicolas Pellin, 49e minute, permet à la Lanterne Rouge de reprendre un break d'avance. Ça sent le roussi pour les Flériens qui vont néanmoins une fois de plus réagir à la suite de ce corner. Il y a ce boulet de canon de Shelley Ndala, l'ancien de l'AS Chatou, qui permet à nouveau à Flers d'espérer ramener quelque chose de son déplacement. On est à peine une minute plus tard, les Flériens sont à nouveau menaçants et à l'entrée de la surface, il y a ce mouvement et cet enchaînement astucieux de Corentin Lemaire, 62e minute. Flers qui égalise, il reste une grosse demi-heure pour faire la différence. Il va y avoir un nouveau fait de match important. Erreur d'appréciation sur ce contrôle de Léon Valentin, l'ancien de l'AG Caen qui retient son adversaire. L'arbitre n'a d'autre choix que de sortir le carton rouge et Flers qui va devoir terminer le match à 10. Plabennec va donc tenter le tout pour arracher la victoire. Les Ornais qui s'arc-boutent pour protéger ce point qui se dessine. Il y a cet arrêt à nouveau de Valentin Prévost, vraiment héroïque. Et finalement, les Flériens qui vont s'en sortir avec le point du match nul. Alors, il faut se satisfaire d'un point pour le FC Flers. On enchaîne avec une autre équipe qui n'était pas très en forme ces derniers temps. C'est le FC Saint-Lô qui enchaîne les revers et les scénarios contraires ce week-end. Le FC Saint-Lô était chez un concurrent direct, Pontivy. Que s'est-il passé dans cette rencontre? La réponse en images. Ça va plutôt mal pour le FC Saint-Lô sur une série de 5 revers de rang dans cette année 2025 en déplacement du côté de Pontivy, une équipe qui lutte aussi pour sa survie. Les Saint-Lois espéraient ramener quelque chose. Ça commence mal à la 15e minute avec Almami Camara qui reprend ce coup franc de la tête. 1-0 pour les Bretons qui vont rapidement doubler la mise. 20e minute, Walid Bouaziz qui profite de la domination de ses partenaires pour porter un nouveau coup de massue sur la tête des hommes de Guillaume Maillot. On est en deuxième période à présent. Il y a cette tentative, les Saint-Lois qui montrent un visage bien plus convaincant, bien plus conquérant pour revenir au score et qui vont être récompensés. Johan Cangini à la 50e minute qui permet à Saint-Lô de revenir à une petite unité. Mais attention derrière parce que Pontivy exploite quelques contres. Il y a cette jolie parade signée Xavier Gallien et finalement derrière les Saint-Lois qui vont avoir à nouveau des possibilités de revenir. Cette frappe n'est pas cadrée.
près, mais la suivante sera la bonne. C'est un penalty qui va permettre à Baptiste Fleury, l'inévitable goléador manchois, d'égaliser. 79e minute, Saint-Lô se dirige vers un bon match nul et pourtant il y a ce débordement côté droit. Guillaume Maillot dans sa zone technique l'a vu venir. Walid Bouaziz s'offre un doublé à la 89e minute. C'est cruel puisque Saint-Lô va à nouveau s'incliner dans les derniers instants et concéder une 6e défaite de rang en National 3. Ouais, ça va mal pour le FC Saint-Lô qui devra impérativement reprendre des couleurs dans 2 semaines lors du derby du Bocage face à l'AF Virois. L'AF Virois, c'est justement l'équipe dont on va parler pour clôture cette émission. Les Virois qui recevaient ce week-end le FC Lannion avec l'objectif de profiter du choc frontal entre les 2 équipes qui les accompagnent sur le podium. J'ai nommé l'en avant Guingamp, la réserve et Milizac. Après n'avoir glané qu'un point lors de leurs 2 dernières sorties, les Virois sont à la relance face au FC Lannion et vous allez le voir, ça va plutôt bien commencer pour le pensionnaire du podium puisque dès les premiers instants sur la première occasion, l'ancien joueur des Herbiers Oscar Verneau va avoir pas mal de réussite sur sa frappe détournée qui s'en vient battre le gardien breton. 1-0 pour les Virois qui restaient sur un match nul du côté de la réserve du Stade Rennais. Ça ne pouvait pas mieux démarrer, mais attention, derrière il y a de l'espace dans la défense viroise et Louis Deschâteaux est bien heureux de voir ce ballon mourir dans son petit filet extérieur. Les Virois devant depuis la 3e minute se mettent en quête de doubler la mise. Belle parade sur cette situation. Reda Lanrabet a du feu dans les jambes et les Virois qui vont passer tout près du 2e but à nouveau. Cette fois Robin Legendre et ses partenaires qui ne parviennent pas à mettre le gardien en difficulté sur cette nouvelle situation. En revanche, le gardien de Lannion fait encore des merveilles. On est désormais en 2e période et il faut que Louis Deschâteaux vienne donner de sa personne pour s'en sortir. On en arrive maintenant à l'un des faits importants de ce match sur cette reprise. On pense que le ballon est rentré, il semble évidemment être rentré, mais le corps arbitral indique que non. Les Virois se voient privés du but du 2-0. Alors ils vont encore et toujours le chasser, mais attention à ne pas regretter ce but fantôme qui n'a pas été accordé parce que derrière les joueurs en jaune se mettent à jouer, à combiner sur cette magnifique action collective. Romain Leméoté à la 81e minute vient glacer l'ambiance du stade. Pierre Comte qui voit le piège se refermer sur ses joueurs face à des visiteurs. Il est vrai, plutôt joueur. Derrière, Reda Lanrabet est persuadé qu'il va récolter un penalty. Il n'en sera rien. Il faut attendre le début du temps additionnel pour voir sur ce corner Lohan Ledo surgir. Il avait déjà été le héros la saison dernière lors d'une rencontre de N2. Il récidive dans les dernières minutes. Lohan Ledo qui est à la réception de ce corner qui le dévie astucieusement et qui permet donc à Vire de s'imposer puisque derrière, malgré la montée de leur gardien, les joueurs de Lannion ne vont pas égaliser. 2-1. La belle victoire de l'AF Virois de Lohan Ledo. Et le beau coup du week-end, il est pour l'AF Virois puisque Milizac et l'en avant Guingamp se sont séparés sur le score d'1 but partout. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire le bilan groupe par groupe de ce qui s'est passé ce week-end en National 3. La victoire viroise qui fait du bien face à Lannion, 2-1, le nul au courage récolté par Flair et cette victoire cruelle du FC Saint-Lô 3-2 à Pontivy. Voilà pour l'essentiel des résultats. À noter que l'en avant Guingamp et Milizac ont fait match nul, cela fait les affaires des Virois qui reviennent à égalité de points avec les Guingampais. À noter que le match contre Milizac pourrait être rejoué. Les Virois dans le bon wagon pour jouer la montée. En revanche, c'est toujours compliqué pour le FC Saint-Lô qui s'enfonce dans ce classement. Le FC Flair est premier relégable mais avec un match en moins, les Flairiens pourrait sortir de la zone rouge la semaine prochaine. Dans 2 semaines, ce sera la journée 18 avec un choc au programme, le FC Saint-Lô qui va recevoir l'AF Virois pour un derby du Bocage, alors que Flair tentera de faire les affaires de Vire et ses propres affaires bien sûr face à Milizac. Les résultats de la 17e journée dans le groupe D, les 2 derbys d'abord, le nul entre Dives Cabourg et l'US Alençon, la victoire surprise du Grand Queville FC 4-1 du côté de la réserve de Malherbe, défaite pour l'AG Caen à domicile contre Bastia, les matchs nuls du CMS Wessel à domicile et de la SPTT Caen chez le leader Borgo. Au classement, Borgo reste en tête avec une belle marge d'avance et un match en moins. Le SU Dives Cabourg et le Stade Malherbe sont dans la première moitié du tableau. Derrière, c'est toujours aussi compliqué, vous allez le voir, pour les pensionnaires normands de cette poule D avec 3 équipes toujours relégables, l'AG Caen, le Grand Queville FC et l'US Alençon, la SPTT Caen et le CMS Wessel qui ont une petite marge d'avance, mais rien n'est joué pour la relégation dans ce groupe. La
prochaine journée dans 2 semaines verra le Grand Queville FC abattre une carte importante contre l'AG Caen. Le SC Cabourg recevra la réserve de Malherbe. Alençon recevra Chatou. La SPTT Caen accueillera de son côté le SA Linas Montlhéry, alors que le CMS Wassel se rendra en Corse pour y défier la réserve de l'AC Ajaccio. On commence à en avoir l'habitude dans le groupe E, le FC Dieppe qui est insatiable, les Diepois qui se sont à nouveau imposés 3-1 contre Drancy et qui ont encore vu la concurrence lâcher des points. Les Diepois ont tout simplement 10 points d'avance en tête du classement, c'est simple, c'est tout simplement une autoroute vers le National 2 qui se profile devant les Harengs. On vous propose évidemment la suite du classement même s'il n'y a que Dieppe parmi les pensionnaires normands à occuper la poule E. Drancy, Saint-Quentin, l'Entente Sannois-Saint-Gratien et la réserve de Valenciennes sont dans la zone rouge. Lors de la prochaine journée, le FC Dieppe se déplacera chez un mal classé, l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Les Diepois qui tenteront d'allonger encore leur série positive et de se rapprocher un peu plus de la montée qui leur tend les bras. Un petit point sur les reports, il y aura un débrief la semaine prochaine, 2 matchs de N2, La Roche-Vendée, Avranches, Eiswiller, Bischheim et 2 matchs de N3, Flers-Cesson et Wassel face au leader Borgo. Je vous l'ai promis tout à l'heure dans la partie Nationale 2, il y a un petit point à faire en ce qui concerne les buteurs normands de N2 et de N3. Un petit mot sur le classement des buteurs de N2. Malgré la défaite d'Avranches, Noah Mupemba et Idrissa Seydi ont pris la tête du classement régional avec 7 buts inscrits chacun. On retrouve Kenny Herbin, le Grand-Villers, auteur d'un but à Saint-Brieuc, à la 5e place à égalité avec Vincent Créin. Dans le National 3, pas de but pour Matteo Mendy ni pour Adama Sidibé, mais Baptiste Fleury qui a amélioré sa marque. Akil El Hamdaoui progresse au classement, tout comme le Canet Ilias Miraoui. Ils sont désormais 4 joueurs à 6 buts. Morgan Ardouin de son côté a marqué son 5e but de la saison. Il est en 8e position des meilleurs buteurs normands de National 3. Et on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un mini débrief consacré aux 4 rencontres en retard. Un débrief qu'on vous proposera comme d'habitude directement sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur Instagram et aussi évidemment sur notre site internet footnormal.fr et sur YouTube. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. On va d'ores et déjà souhaiter bon courage à nos 2 derniers représentants en Coupe Gambardella, la Maladrerie et l'US Avranches qui s'affrontent ce week-end. Ce sera à suivre, à découvrir sur Foot Normand. En tout cas, vous allez découvrir ce qui s'est passé dans ces 2 rencontres. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour la suite des débats en N2 et en N3. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Salut!